Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui nous concerne absolument tous, les liens sociaux. Le défi, vous donner toutes les clés pour comprendre ce qui nous relie les uns aux autres, comment tout ça a évolué et pourquoi parfois c'est si fragile. Et on fait ça en moins de 10 minutes. Allez, on y va. Alors, avant de se lancer dans la théorie, petite pause. Pensez-y une seconde. Qui fait partie de votre monde au quotidien? La famille, bien sûr, les amis, les potes de classe, les gens du club de sport, et même tous les contacts qu'on a en ligne. Eh bien, tout ça, l'ensemble de ces relations, c'est ce qu'on appelle un réseau social. C'est ce tissu-là qu'on va démêler ensemble. Ok, voilà le programme. D'abord, on va définir ce qu'est un lien social. Vraiment. Ensuite, on va voyager un peu dans le temps pour voir comment ça a évolué. Troisième point, l'impact du numérique, incontournable. Et pour finir, on regardera pourquoi ces liens peuvent se fragiliser. Un plan en 4 étapes pour avoir une vision bien claire. C'est parti pour le premier point, les fondations. Pour tout comprendre, il faut commencer par la base. La question de base, au fond, un lien social, c'est quoi exactement? Parce que vous allez voir, c'est beaucoup, beaucoup plus riche qu'un simple contact. Alors voilà la définition clé à retenir. Un lien social, ce n'est pas juste être en relation. C'est une relation qui nous apporte deux choses essentielles. D'un côté, il y a la protection. C'est le fameux compter sur quelqu'un. C'est savoir qu'en cas de pépin, on n'est pas seul, qu'on a un filet de sécurité. Et de l'autre côté, il y a la reconnaissance. Ça, c'est compter pour quelqu'un. C'est se sentir vu, exister aux yeux des autres, avoir une place. En gros, sans protection et reconnaissance, le lien n'est pas vraiment complet. Et pour affiner cette idée, il faut absolument connaître le travail du sociologue Serge Pogam. C'est une référence. Il nous dit qu'il y a en fait 4 grands types de liens. D'abord, le lien de filiation. C'est simple, c'est la famille. Ensuite, le lien de participation élective. Électif comme choisir. Ce sont les amis, le ou la partenaire, bref, ceux qu'on choisit. Troisièmement, le lien de participation organique. Là, c'est lié à notre place dans la société, typiquement à l'école ou au travail. Et enfin, le lien de citoyenneté qui nous relie à tous les autres membres du pays. Et pour que tout ça soit bien clair, prenons un exemple que tout le monde connaît, la salle de classe. Et bien dans cet espace, tous ces liens coexistent. Il y a le lien de participation organique avec les profs, il y a évidemment les liens de participation élective avec les amis qu'on se fait, et puis il y a aussi un lien de citoyenneté, parce que tout le monde, élèves et profs, fait partie du même système éducatif. Vous voyez, dans la vraie vie, tout ça s'entremêle en permanence. Maintenant, une chose très importante. Ces liens ne sont pas gravés dans le marbre. Loin de là. Ils ont une histoire. Ils ont énormément changé. On est passé d'une société où le groupe était roi à une société où l'individu a pris le dessus. Et ça, c'est une transformation majeure. Pour comprendre ce grand changement, il faut absolument convoquer un des pères fondateurs de la sociologie, Émile Durkheim. Il nous explique qu'on est passé de ce qu'il appelle la solidarité mécanique à la solidarité organique. Alors, la solidarité mécanique, c'était celle des sociétés d'avant. Les gens étaient liés parce qu'ils se ressemblaient tous. Et puis, on est passé à la solidarité organique. C'est la nôtre. Ici, on est liés non pas parce qu'on est pareil, mais au contraire parce qu'on est différents et complémentaires. Pensez aux organes d'un corps. Ils ont besoin l'un de l'autre pour que tout fonctionne. C'est ça l'idée. Ce qui a permis ce passage, c'est un mouvement de fond qu'on appelle le processus d'individualisation. Et là, attention, gros point de vigilance, individualisation, ça ne veut pas dire égoïsme. Pas du tout. Ça veut juste dire que, historiquement, l'individu a gagné en autonomie par rapport à sa famille ou à la religion. En clair, on a de plus en plus de liberté pour choisir sa vie, son parcours, ses amours, sans que tout soit dicté par le groupe. Et si on veut un exemple super concret de ça, il suffit de regarder l'histoire du mariage en France. En 1884, on autorise le divorce, mais c'est encore très compliqué. Avance rapide, 1975. Le divorce par consentement mutuel. Là, c'est la volonté des deux individus qui compte avant tout. Et puis, étape plus récente, 2013, le mariage pour tous, qui vient vraiment consacrer l'idée que le mariage, c'est avant tout une affaire de choix et de sentiments personnels. On voit bien la montée en puissance de l'individu. Et cette montée de l'individu, elle a été comme boostée par une autre évolution, le numérique, évidemment. Alors, la grande question, c'est est-ce qu'Internet, les réseaux sociaux ont tout chamboulé? Créent-ils des liens totalement nouveaux? Ou est-ce qu'ils ne font qu'accentuer des fractures qui existaient déjà? C'est ce qu'on va voir. Regardez ce chiffre, il est assez parlant. 10%. En France, aujourd'hui, un couple sur 10 s'est rencontré en ligne. C'est énorme. Ça montre bien que le numérique, ce n'est pas juste un truc pour passer le temps. C'est devenu un vrai créateur de liens, et même des liens les plus forts, les plus intimes, nos fameux liens électifs. Mais attention, il y a un revers à la médaille. L'accès à ce monde numérique n'est pas égal pour tous. C'est ce qu'on appelle la fracture numérique. On le voit très bien ici. 87% des cadres utilisent Internet sur leur mobile, mais ce chiffre chute à seulement 50% pour les retraités.
Et forcément, ces inégalités peuvent creuser les écarts et même renforcer l'isolement de certains. Cela dit, il faut quand même nuancer le propos. Le sociologue Dominique Cardon a une phrase très juste à ce sujet. Il dit que les réseaux sociaux sont avant tout le reflet de notre société. En gros, le monde numérique n'est pas une planète à part. Le plus souvent, nos activités en ligne viennent prolonger ou renforcer des liens qui existent déjà dans la vraie vie. C'est plus une extension de nos relations qu'une révolution qui efface tout. On arrive à notre dernière partie et peut-être la plus délicate. Parce que tout ce qu'on a vu nous amène à un grand paradoxe. On a plus de liberté, mais en même temps, nos liens sont peut-être devenus plus fragiles. Alors, qu'est-ce qui peut faire que ces connexions si importantes se cassent ? Pour analyser cette fragilité, il y a un concept absolument central, celui du sociologue Robert Castel, la désaffiliation. Le point super important chez Castel, c'est qu'il nous dit que l'exclusion, ce n'est pas un interrupteur on-off. Ce n'est pas un état dans lequel on tombe d'un coup. Non. C'est un processus. Une sorte de spirale descendante, où une personne, petit à petit, perd ses liens avec le monde du travail, puis avec ses proches. Et ce processus, on peut le décomposer en plusieurs étapes, qui s'enchaînent un peu comme des dominos. Souvent, ça commence par le travail, un job précaire. Puis, c'est la perte de cet emploi. Et là, on perd une source essentielle de reconnaissance sociale. Cette fragilité, elle finit par contaminer la sphère privée. Les liens avec la famille, les amis s'abîment. Jusqu'à la dernière étape, la plus dure, l'isolement social complet. Voilà, on arrive à la fin de notre parcours. Et on termine sur ce constat un peu paradoxal, non ? D'un côté, on n'a jamais eu autant d'opportunités de créer des liens. Mais de l'autre, ces mêmes liens n'ont peut-être jamais été aussi fragiles. Ça nous laisse avec une vraie question. Face à ça, au quotidien, comment on fait, individuellement, mais aussi tous ensemble, pour prendre soin de nos liens et les faire vivre ?